Bonsoir à toutes et à tous. Nous consacrerons la dernière partie de cette émission à vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux. Qu'on le veuille ou non, le livre de Valérie Trierweiler est une bombe politique dont on ne connaît pas encore la portée exacte des fragmentations. D'une certaine façon, même la rentrée littéraire n'épargne pas François Hollande et ce témoignage, règlement de compte de son ex-compagne, tombe à n'en pas douter au plus mauvais moment après le remaniement. Nous avons donc intitulé cette émission Trierweiler Balance et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air en direct. David Revaud-Dallon est grand reporter au service politique du Monde. Vous signez aujourd'hui un papier intitulé Hollande confronté au déballage de sa vie privée. Le Monde qui a pu lire l'ouvrage de Valérie Trierweiler. Catherine Ney est journaliste et éditorialiste politique sur Europe 1. On vous retrouve aussi dans les colonnes de Valeurs Actuelles. Votre livre consacré à Nicolas Sarkozy, L'impétueux, est désormais en poche chez LGF. Hélène Pilichowski est elle aussi éditorialiste politique. On vous retrouve notamment sur la chaîne parlementaire, LCI et iTélé. Je rappelle votre livre sur Sarkozy et la presse chez Lattès. Enfin, Bruno Jeudi est rédacteur en chef du service politique du journal du dimanche. Le site internet du JDD revient bien entendu sur la publication du livre de Valérie Trierweiler cet après-midi. Je lisais la presse étrangère, Bruno Jeudi, et s'il fallait résumer, en gros, c'est une bombe politique et sentimentale. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est exactement ça. A humilié finalement Valérie Trierweiler à humiliation publique et elle répond par une revanche publique. Un déballage inédit, jamais vu, et pour François Hollande, c'est évidemment la pire des choses qui puissent arriver. Ça prend même des allures à lire certains extraits, puisque comme à peu près tous les journalistes, je n'ai pas encore lu le livre entièrement, mais j'ai lu tous les extraits publiés aujourd'hui. Ça prend même des allures presque d'exécution du président, lorsque certaines phrases, on y reviendra, sont absolument terribles. Alors évidemment, tout ça, c'est la vérité de Valérie Trierweiler, qui raconte l'intimité, leurs relations intimes jusque dans certains détails, et mettant en cause même le président, dressant un portrait psychologique d'un homme finalement qu'on découvre pas vraiment gentil, d'un homme qui se révèle même quelque part faux presque quand elle explique qu'il s'est présenté comme l'homme qui n'aime pas les riches et en fait il n'aime pas les pauvres, qu'il appelle les sans-dents. Moi j'ai trouvé que c'était la phrase la plus terrible des extraits qui sont fournis. On a aujourd'hui un président qui est complètement, dont l'image est pulvérisée. Je ne sais pas comment il peut s'en relever. Comment vous percevez tout ça, David Revaud-Dallon? Vous parlez dans votre papier, je vous cite, d'un président qui est l'un des professionnels de la politique les plus dénués d'affect. L'un des professionnels politiques les plus dénués d'affect. Or, c'est ça ce qu'il y a de plus violent dans le livre de Valérie Trierweiler. Oui, c'est précisément ce qu'elle décrit, et cette fois, vu de l'intérieur, si j'ose dire, puisque nous, journalistes, nous l'avions évidemment constaté, nous le côtoyons de longue date, nous savons que c'est quelqu'un qui est non seulement un professionnel de la politique, mais qui n'est presque qu'un professionnel dans la politique, dans la mesure où il est obsédé par cela. Il n'y a que cela qui l'intéresse, et d'ailleurs, il a un degré de connaissance assez ahurissant de la chose politique, et en particulier de la chose électorale. Or là, ce qu'elle révèle, Madame Trierweiler, c'est précisément cela, et vu de l'intérieur, avec des détails, avec les implications que cela peut revêtir sur sa vie amoureuse. Donc il y a quand même quelques éléments en termes de personnalité qui sont assassins. Et je crois, je suis assez d'accord avec Bruno sur l'aspect, finalement, cette forme de mépris social qu'il aurait, selon elle, manifesté à de nombreuses reprises, avec cette histoire des sans-dents, avec ses appréciations sur l'élévation, le niveau de classe sociale de sa propre famille à elle. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est en contradiction totale avec les valeurs de la gauche, avec le discours de la campagne. Et en ayant parlé cet après-midi avec quelques habitués de l'Élysée, un d'eux me disait que c'était pire que les diamants de Bokassa, non pas du point de vue de l'intégrité financière ou de l'intégrité morale, mais du point de vue de la morale politique et du rapport finalement à ses propres électeurs. Donc ce livre, il est évidemment assassin en tout point, et je pense que le seul élément qui serait susceptible de relativiser ou d'apaiser la violence de ce livre, c'est la personnalité de Madame Trierweiler, qui elle-même n'est pas franchement très appréciée des Français. Elle le dit d'ailleurs dans l'ouvrage. On va tout de suite faire un point avec notre premier reportage avant de donner la parole à l'ensemble de nos intervenants ce soir. Vous l'avez compris, c'est un livre règlement de compte, une vengeance, où l'ex-première dame raconte sa souffrance et un dépit amoureux visiblement cruel. Pas de secret d'État, mais ceux d'un couple surexposé au cœur du pouvoir.
Le président Hollande y est décrit comme un être froid et calculateur, cynique, notamment vis-à-vis des pauvres. Bref, c'est terrible pour son image. Livre revendiqué par son auteur, qui assume d'avoir été une femme tout simplement jalouse. Magali Lacrose, Pierre Dehorne. C'est l'histoire d'une rupture, écrite d'une traite et à l'encre rouge. Les carnets d'une ex-première dame, d'une femme blessée qui jure de dire toute la vérité sur son président. Dans les bureaux de Paris Match, où Valérie Trierweiler travaille encore, le directeur de la rédaction est un des rares privilégiés à avoir lu le livre, écrit dans le plus grand des secrets. Il en a publié les bonnes feuilles un jour avant la sortie officielle. Il y a deux éléments qu'elle n'arrive pas, qui vont vraiment, selon elle, dénaturer, bousiller sa relation avec François Hollande. C'est d'abord les hommes, l'entourage qui va se mettre entre elle et son compagnon. Ils sont plus tous les deux. Maintenant, il y a autour d'elle Valls, il y a Le Foll, il y a Aquilino Morel. Ça, c'est la campagne. En fait, cette main-là, elle va être un peu séparée par exemple. Et puis elle a ses rivales, hein, c'est la rumeur Gaillet. Et puis c'est la présence permanente de Ségolène dans le paysage, même si elle aimerait qu'elle n'y soit pas. On apprend beaucoup de choses sur son caractère à elle, beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait. Et alors on apprend, elle révèle un personnage, un trait de caractère de François Hollande qu'on ne connaissait pas. On est d'où, vu de l'extérieur comme ça, on voit un François Hollande toujours un peu débonnaire, quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui prend du recul surtout, qui n'est pas parano par rapport à la presse ou par rapport à son environnement. Et là, elle nous décrit un François Hollande qui, depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, est quelqu'un de très tendu, cassant, un peu mal dans sa situation, quelqu'un qui subit le pouvoir, et ça c'est un peu nouveau. Au fil des événements politiques, on a l'impression qu'elle nous décrit un homme qui se barricade, quelqu'un qui se déshumanise. Et ça va jouer un grand rôle dans cette relation qui déjà est marquée par la jalousie, par la possession. Valérie Trierweiler règle ses comptes sans prendre de gants. Elle raconte comment elle apprend la liaison de François Hollande et Julie Gaillet la veille de la sortie de Closer qui révèle un président adultère. Son sort est déjà scellé, mais elle ne le sait pas encore. Je me précipite dans la salle de bain. Je saisis le petit sac en plastique qui contient des somnifères. François m'a suivi. Il tente de m'arracher le sac. J'avale ce que je peux. Je ne veux pas vivre les heures qui vont arriver. Je veux fuir. Je perds connaissance. Elle a la plume acerbe, les anecdotes, les petites phrases s'enchaînent. Une femme humiliée brosse un portrait sans cœur glacial d'un président et n'hésite pas à en abîmer l'image officielle. Le président n'aime pas les pauvres. Lui, l'homme de gauche, dit en privé, les sans-dents, très fier de son trait d'humour. Et quand elle décrit ses échanges présidentiels, c'est le grand déballage. Valérie Trierweiler rapporte notamment une conversation privée avec François Hollande. La scène se passe avant un dîner d'État. Ça te prend beaucoup de temps pour être aussi belle? Oui, un peu. En même temps, on ne te demande rien d'autre. Un François Hollande blessant, et qui, après l'avoir quitté officiellement, aurait rejoué la petite musique du « Si tu reviens, j'annule tout ». Il me dit qu'il a besoin de moi. Chaque soir, il me demande de dîner avec lui, qu'il veut me retrouver, quel que soit le prix à payer. Il me dit qu'il me regagnera, comme si j'étais une élection. Les premiers Paris Match ont été livrés à l'Élysée et au domicile de Valérie Trierweiler au même moment ce matin, à l'aube. Le petit journal intime de l'Élysée a tous les ingrédients d'une bombe explosive en cette rentrée déjà bien agitée. Le premier SMS de cette émission est le suivant. Le vaudeville continue. Ce serait drôle s'il ne s'agissait pas du président de la République française. Qu'en pensez-vous, Catherine Ney ? Oui, c'est sûr que c'est une situation totalement inédite. Qu'est-ce que vous voulez? En janvier, le président avait quand même rompu avec sa compagne, avec un
un communiqué. J'ai fait savoir que j'ai mis fin à la vie commune que je partageais avec Valérie Trierweiler. Point final. C'était très sec. D'ailleurs, c'était même un pléonasme, parce que si la vie commune, c'est qu'on partage. Bon. Et depuis, moi, j'estime qu'aujourd'hui, le livre de Valérie Trierweiler, c'est la réponse. C'est-à-dire, écoute, maintenant, c'est à elle de rompre. Et elle lui signifie qu'il arrête, en fait, de lui faire des SMS, comme il le faisait. Et elle ne répondra plus. Leur histoire est terminée. Elle vient de faire ce deuil de peut-être d'un homme qu'elle aime encore, mais elle veut le faire savoir au public pour que ça soit terminé. Parce qu'elle laisse entendre dans le livre qu'il l'embêtait presque. C'est quand même extraordinaire de virer une femme et de la harceler de SMS comme il le faisait. Alors pourquoi le faisait-il ? Catherine Ney, c'est pas vous qui êtes, excusez-moi, très avertie dans le domaine de la politique et aussi dans ce que vous pouvez imaginer de la vie affective de ces êtres. Là, vous nous parlez de l'histoire d'amour. Et c'est vrai qu'elle est présente et que ce livre est sans doute d'abord ça. Sauf qu'il a des conséquences politiques pour l'image du président, qu'elle-même, Valérie Trierweiler, sait très bien ce qu'elle fait et je crois qu'elle l'assume, et qu'elle est à la fois une femme jalouse et malheureuse et une journaliste politique qui connaît très bien les conséquences du portrait qu'elle trace du président de la République. On est d'accord ? Elle veut lui nuire. Il l'a détruite, elle le détruit. C'est un livre politique, c'est cruel, c'est une vengeance comme dans l'histoire, il s'en écrivait jadis avec... vous savez, je trouve que là, de ce côté-là, la République aujourd'hui est une prolongation de ce qui se passait durant les monarchies, où on voyait les favorites qui empoisonnaient les rivales. Enfin, je veux dire, ça a toujours été. Mais là, elle met fin à leur histoire parce qu'elle l'a souffert, elle veut lui en faire baver, donc c'est pas joli, mais voilà, c'est la vengeance d'une femme. Pardon, et l'anecdote sur les SMS, au passage, peut aussi être comprise comme un retour à l'envoyeur du point de vue d'une éventuelle relation que François Hollande aurait toujours aujourd'hui, puisque si jamais il a une relation avec une autre femme, eh bien elle va découvrir dans ce livre, évidemment, que Valérie Trierweiler subit encore des avalanches de SMS, ce qui n'est pas forcément très... Ce qui est insupportable, c'est de penser que François Hollande... On croit qu'il voit toujours Julie Gaillet, entretenait à la fois, continuait à avoir des liens avec Valérie Trierweiler. Pourquoi ? Moi, je crois surtout c'était pour essayer de la calmer, de la contenir, parce qu'il n'avait qu'une peur, c'est qu'elle écrive un livre. Quand elle est partie, tout le monde disait, oh là là, pourvu qu'elle n'écrive pas. C'était ça. Et moi, je pense qu'il entretenait cette flamme, avec peut-être l'idée aussi de passer de temps en temps une soirée avec elle, parce que les hommes sont ainsi faits qu'ils sont un peu pervers. Mais donc, elle a trouvé ça. Non, mais elle a trouvé que c'était quand même. Non, mais ça suffit. Elle ne l'a pas supporté, parce que vous voyez, la synthèse politique, où on fait cohabiter deux choses, mais la synthèse amoureuse, elle a dit non. Voilà. J'ai bien compris. On pourrait peut-être formuler la question comme ça, Hélène Pilichowski. Pensez-vous qu'elle ait le droit de faire ça, c'est-à-dire d'écrire ce livre tel qu'elle l'a écrit ? Sur le plan juridique, oui, bien sûr qu'elle a le droit. Ça n'est pas le sens de ma question, vous l'avez bien compris. Oui. Non, mais sur le plan moral, non. Et moi, je suis un peu étonnée que tout d'un coup, on prenne au pied de la lettre ce qui est écrit dans ce livre, c'est-à-dire ce qui est une vengeance pure et simple, bien sûr qu'on vient de l'évoquer, bien évidemment, mais pourquoi prendre pour argent comptant, c'est le cas de dire, les affirmations de cette femme qui peut dire qu'elle a reçu jusqu'à 29 SMS dans la journée. Oui. Bon, peut-être, vous savez, dans les dialogues privés... Le jour où le président croisait le président, ses alter ego russes et américains le jour du D-Day. Donc, sous-entendu, parce que je pense qu'elle pèse très bien tout ce qu'elle fait. Alors, la question est de savoir si c'est vrai ou faux, nous sommes d'accord, mais parlez-moi, il ne s'occupe pas de vous, à ce moment-là, il s'occupe de moi. 29 SMS le jour... Oui, parce qu'elle sait très bien que ça va être ravageur, et le livre, bien sûr, peut être ravageur. Mais si vous prenez, dans la vie privée d'un couple, des petits épisodes comme ça, qui peuvent, à mon avis, très bien exister. Vous savez bien, vous êtes en instance de rupture, vous avez une scène de ménage, vous envoyez, le chef d'entreprise blessé dit « je suis en plein conseil d'administration, mais je t'assure que je t'aime », etc. Il y a des choses, il peut se passer des choses comme ça tout le temps. Alors évidemment, grossi à la lunette du pouvoir politique, de la médiatisation, tout ça peut devenir effectivement énorme de signification. Mais je ne suis pas d'accord pour que, à la lumière des propos de Valérie Trierweiler, on fasse de François Hollande vraiment un personnage machiavélique détestable. Je ne peux pas y croire. Vous savez que je l'ai beaucoup connu, je l'ai beaucoup fréquenté à une époque, nos familles étaient très proches, bon, très bien. Et je pense que quand on dit qu'il méprise les pauvres, simplement parce qu'il a fait un bon mot un jour, peut-être malvenu, bien évidemment, ça veut dire que réellement il a du mépris pour les pauvres. Ça, je ne peux pas le croire. Je ne peux pas le croire, ça, c'est pas vrai. Il est peut-être élitiste sur le plan intellectuel, il peut penser que
un énarque ou que tel élu de campagne, bon, bah, finalement, il n'est pas si malin que ça. Il peut dire des choses comme ça. Mais ça ne va pas au-delà. Ça ne veut pas dire qu'il a un mépris endémique pour les gens d'une classe sociale inférieure. C'est pas vrai. Je vois que vous réagissez. Est-ce qu'il est sans doute, en effet, sur le plan politique et affectif, les deux étant mêlés, le plus cruel dans le portrait qui est fait du président, et vous dites non, ça n'est pas l'homme que je connais. Non. Absolument. Ça, j'en suis absolument certaine. Parce que pour lui, d'abord, parce que la pauvreté, pour lui, l'argent n'est pas une valeur. Et ça, j'en suis absolument certaine aussi. Ce que peut vous procurer l'argent n'est pas son plaisir à lui. Donc c'est pour ça, il ne peut pas déifier l'argent dans la mesure où ça ne lui procure pas de joie essentielle dans l'existence. Mais on comprend très bien, et je le précise, puisque moi, comme un certain nombre de mes confrères, mais d'autres ont pu le lire, je n'ai pas lu ce livre, mais de très importants extraits, ce qu'on ressent, c'est que même elle est humiliée à travers ces propos elle est socialement elle-même humiliée à travers ces propos qu'il aurait tenus. Et donc comme elle leur balance, arrive à leur balance, elle leur balance dans l'autre sens, et du coup ça prend une portée politique dramatique. Elle sait que sur le plan politique, pour un socialiste, il n'y a rien de pire que de mépriser une classe sociale. Donc elle sait que ça peut lui faire très mal sur le plan de son image. Bruno Jeudi, je vous redonne la parole. Je pense qu'il y a, c'est très important la dimension, sans doute, elle, le mépris qu'elle a ressenti vis-à-vis de sa famille. Hein, c'est sans doute un élément important. Je pense aussi, et là, c'est extrêmement calculé, c'est une journaliste politique, elle calcule ce qu'elle écrit. Et l'extrait qu'on a indiqué dans le reportage sur les sans-dents, ce président qui n'aimerait pas les pauvres, ça renvoie aussi à quelque chose qui est le discours du Bourget, le « j'aime les gens ». Tout se trouve aujourd'hui démoli. On avait déjà eu de nombreux éléments de ce discours qui ont été démolis par d'autres livres, déclarations. Et là, on a ce qui avait fait sans doute une des forces de François Hollande par rapport à Nicolas Sarkozy pendant la campagne, qui avait essayé de se présenter comme quelqu'un proche des gens, le corrézien, presque le chiracien, j'allais dire. Et là, en plantant sa plume là, vraiment dans le fiel, dans la haine, là, c'est vraiment la phrase qui scelle la haine qu'il y a maintenant entre ces deux personnages. Et il y a une autre phrase aussi où je trouve absolument incroyable, c'est lorsque Valérie Trierweiler explique, citant entre guillemets, François nous raconte des fariboles. C'est le président qui raconte des fariboles. Ça aussi, c'est donc c'est le mensonge, c'est tout ça qui. Et ça donne un livre qui est d'abord, à mon avis, un livre de revanche. La question qui se pose ce soir, c'est va-t-il réagir ? Pensez-vous qu'il va réagir à la lumière du blackout de la journée d'aujourd'hui à l'Élysée, à mon avis, non. Il va se garder de toute réaction. Enfin, c'est mon sentiment. Et je crois que ses collaborateurs, ses proches ont été priés de faire la même chose. Hein. Donc il aura une question en conférence de presse la prochaine fois. Et il va essayer d'éluder, comme il sait très bien faire. Oui. David Revaud-Dallon, vous voulez réagir à ce qu'on... Oui, enfin surtout sur ce point, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant et d'extrêmement paradoxal. François Hollande, on l'a dit, n'est intéressé que par la politique, ou presque, et a toujours géré sa carrière, sa trajectoire politique, en mettant le plus possible à l'écart, à distance, tous les éléments ayant trait à sa vie privée. Je rappelle que quand Madame Royal a accouché de leur 4e enfant et qu'elle a appelé Paris Match pour immortaliser la scène et la télévision, François Hollande était foudrage. Il ne consent pas ou consent au minimum à exposer sa vie privée, qu'il s'agisse de sa compagne ou de ses enfants. Et c'est quelque chose c'est une philosophie qui finalement, d'abord, est totalement dépassée. On le voit aujourd'hui. Quand on est président de la République, on est obligé de faire preuve d'un minimum de transparence. Il ne s'agit pas de se donner en spectacle, tel Nicolas Sarkozy avec Carla Bruni à Euro Disney ou en Jordanie, qui avait justement surjoué la mise en scène et qui effectivement avait exaspéré l'opinion. En revanche, on ne peut pas se limiter à dire « ma vie privée, c'est ma vie privée » quand on est président de la République. On doit quand même donner un minimum d'éléments aux Français. Et François Hollande... Ce que vous nous dites là, c'est tout le poids du livre, puisque à travers un portrait intime de séparation et de souffrance de couple, elle trace aussi, en tout cas prétendument, le portrait d'un homme qui est à la tête de l'État français. Évidemment. Et finalement, dont elle dit qu'on ne peut pas lui faire confiance. Et les 10 ans ou presque qu'ont duré cette relation, on a vu François Hollande percuté très régulièrement par justement sur le plan politique par sa vie privée. C'était le cas avec Madame Royal, avec la candidature de 2006-2007, où à l'issue de la campagne, on apprend que finalement ils sont en séparation, alors qu'il y avait eu un blackout total. C'était le cas après avec la nouvelle compagne de M. Hollande, Madame Trierweiler, avec le tweet, avec la campagne, avec l'affaire Closer. C'est-à-dire que depuis 10 ans, plus François Hollande essaye de tenir à distance sa vie privée, ses relations amoureuses et sa vie familiale, et bien plus celle-ci revient et le frappe comme un boomerang
boomerang dans sa trajectoire politique. Et quasiment les pires moments du quinquennat, qu'est-ce que ça a été? Si je mets à l'écart l'affaire Leonarda et l'affaire Cahuzac, ce sont des éléments relatifs à la vie privée, à savoir le tweet, l'affaire Gaillet, et aujourd'hui, enfin l'affaire du Gaillet-Gate, entre guillemets, qui avait révélé Closer à sa une, et aujourd'hui, le livre de Madame Trierweiler. Donc il y a aussi un problème, indépendamment de ce que raconte Madame Trierweiler dans son livre, de gestion en termes de communication de sa situation conjugale et privée. Restons sur la communication. Peut-on raisonnablement croire qu'en effet l'Élysée n'ait appris la publication du livre? Moi, c'est mon cas, hein, et je pense pour une majorité de journalistes qu'hier, il y a quand même des renseignements généraux dans ce pays. Il n'existe plus, les renseignements généraux. Non, mais enfin, voilà, voilà, merci, vous avez raison. Enfin, il y a des gens qui font le boulot. Alors, peut-on effectivement croire que l'Élysée n'ait découvert l'existence du livre qu'hier? Oui, Valérie Trierweiler a appelé François Hollande hier. Comment savez-vous ça? Elle travaille dans le même groupe que Paris Match. Bon, donc vous dire que vous nous annoncez que elle a annoncé la sortie de son livre peut-être l'avait-il su François 1 Hollande ou hier. 2 heures avant, mais en tous les cas, elle l'a prévenu hier. Ça sera développé dimanche dans le JDD. Je crois qu'ils n'ont pas réussi à trouver le livre. Et vous savez, quand le Closer a publié la fameuse photo avec Dark Vador en moto, il n'arrivait pas à trouver le numéro de Closer. L'Élysée Ce qui est quand même très étonnant, ces deux éléments posent quand même la question de la connaissance exacte qu'avait non pas l'Élysée, mais le ministère qui est en charge de ces sorties, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, DGRI, ex-DCRI, est normalement un service spécialisé dans l'édition et qui va récupérer les informations concernant tel ou tel livre ou tel magazine. Là, en l'occurrence, il se trouve que officiellement, la place Beauvau n'était pas au courant. C'est quand même Et vous pensez qu'ils négligent ce type d'informations ou qu'ils estiment, on pourrait même dire que moralement ils disent c'est plus notre boulot. Non mais je fais pas le naïf, mais voilà, je vais au bout de l'idée. On a vu déjà lors de l'affaire Closer que le président avait donné aucune consigne, pour essayer de savoir ce qu'allait sortir Closer, ce qui est vraiment l'inverse de ce que faisait l'équipe au pouvoir précédemment, qui essayait justement d'anticiper tout ce qui pouvait sortir ailleurs. Là, on voit bien que à la fois ni Beauvau ni les services de l'Élysée ne sont au courant de ce qu'il peut y avoir, de ce qui se prépare dans les maisons d'édition. Pardon, surtout d'autant qu'elle a mystifié l'adversaire, parce que vous pensez bien que lorsqu'elle a été répudiée, toutes les grandes maisons d'édition lui ont fait des propositions qu'elle a toutes refusées. Et des ponts d'or. Et il y avait simplement 2 éditeurs qui ne lui avaient pas proposé, c'est Les Arènes et puis je crois Actes Sud. Et son agent lui a dit on pourrait aller voir Les Arènes. Et donc c'est en grand secret qu'elle a préparé ce livre, avec un pont d'or aussi et des avantages intéressants, mais ses amis proches ne savaient rien. Et en mai dernier, ceux qui l'avaient vue, qui étaient partis en voyage avec elle, disaient qu'elle paraissait sereine et ils étaient à 100 lieues de savoir qu'elle préparait quelque chose. Elle n'avait rien dit à ses fils, elle n'avait rien dit à personne. Donc elle voulait ni à son ex-mari, ni rien. Elle n'a dit à personne, elle a vraiment préparé son coup et elle voulait, punir François Hollande, dont elle pensait qu'il se moquait d'elle et qu'il l'amenait en bateau en essayant de l'inviter à dîner, de lui envoyer des fleurs, de dire, alors qu'elle savait qu'en même temps, il y avait Julie Gaillet. Et ça, je crois que c'est ça qu'elle n'a plus supporté. Elle a dit, bon, ça suffit. Vous pensez qu'il est clair qu'il a voulu la faire taire? C'est-à-dire qu'il a cultivé une relation pour qu'elle ne parle pas et en fait pour qu'elle n'écrive pas? D'après ce qu'elle raconte, évidemment, oui. Et c'est vrai, ça a été dit, à partir de l'affaire de Closer, la première hantise des services de l'Élysée, de l'équipe du président, c'était évidemment de s'éviter un livre. Il faut quand même rappeler un élément modéré, ce qu'on vient de dire, par la personnalité de l'auteur, de Madame Trierweiler, et sa philosophie de l'époque. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler qu'à l'époque où elle était première dame, ou première compagne, elle considérait que la vie privée était un tabou absolu et que personne n'avait à y pénétrer. Et elle a tensé à maintes reprises les journalistes. Je rappelle que juste après l'élection, les journalistes campaient en bas de chez elle et qu'elle avait tweeté pour dire que c'était scandaleux de s'occuper de la vie privée, du domicile privé. Donc il faut quand même relativiser tout cela. Elle a quand même viré sa cutie, évidemment, pour écrire ce livre. Il faut le dire. Hélène Pilichowski. Moi, je pense qu'il y a sans doute effectivement de la part de François Hollande une certaine
certaine désinvolture, une légèreté dans son comportement extérieur et son comportement probablement à l'égard des femmes. Mais c'est pas non plus si extraordinaire que ça. Et le fait qu'il ait voulu rester en bon terme avec elle, je pense qu'il a essayé de rester en bon terme. Elle peut aussi habiller les petites relances qu'il lui a faites par des sollicitations amoureuses, alors qu'il ne s'agissait en fait que de peut-être nouer une relation amicale avec elle, et puis en même temps effectivement de la museler quelque part. Ça, on peut pas le nier. Pardonnez-moi. C'est un animal politique. Il a besoin en ce moment. Je pense qu'il s'amuse. Je pense que c'est quelqu'un, et son humour permanent, il ne résiste pas à une pirouette verbale, jamais. Moi-même, je sais pas, d'autres journalistes ici présents ont peut-être reçu aussi des piques de sa part, parfois qui peuvent être un peu surprenantes. Moi, je l'ai entendu me dire des choses comme ça, parfois, qui n'étaient pas tellement agréables, parce que ça l'amuse, et puis il vous pique un peu, et puis il voit votre réaction. Est-ce que c'est de la méchanceté? Est-ce que c'est du cynisme? Est-ce que c'est la volonté d'humilier l'autre? Pas forcément. Bon, cela dit, moi, je n'ai pas eu de relation amoureuse avec lui, et je pense que pour une femme qui est... Ah, oui, et je pense que pour une femme qui est effectivement encore passionnée par quelqu'un, tout prend une autre dimension. Bon, mais je reste extrêmement sceptique et vigilante à l'égard de ce portrait qui est dressé de lui à travers Valérie Trierweiler. Voilà, ça c'est pour moi. Tous ses amis, lorsqu'ils parlent de lui, disent qu'évidemment il est un commerce très agréable, qu'il est très drôle, qu'il a des piques amusantes, mais quand même qu'il est un chaleureux indifférent, même quelquefois un ingrat chaleureux. Un chaleureux à sang-froid, si un chaleureux à sang-froid. Ça, je pense que c'est vrai. Et on a l'impression aussi que tout glisse sur lui comme l'eau sur les plumes du canard. Alors, quand elle explique dans le film dans le livre, que lorsque... Ça, c'est pas encore un film. Oui, mais ça peut le film, on l'a vu depuis ces derniers mois, remarquez. Quand elle explique que lorsqu'ils sont entrés à l'Élysée, il s'est écarté d'elle, qu'il était de mauvaise humeur. Bon, mais d'abord, il était de mauvaise humeur parce que François Hollande est un politique et qu'elle s'est opposée politiquement à lui. Je pense que la rupture, c'est le tweet, on en revient toujours là. Oui. Il avait politiquement pris position pour Ségolène Royal. D'ailleurs, il lui a menti en disant qu'il ne l'avait pas fait. Oui. Et c'est quand elle s'est aperçue qu'il l'avait fait qu'elle a soutenu Falorni. Bon, je veux dire, elle n'a pas compris qu'il était président de la République et qu'elle ne pouvait plus le tenir avec ses fatwas. Non, tu feras pas ça. Non, Rebsamen n'entrera pas au gouvernement et je veux pas celui-là. Qu'il a accepté. Il a accepté beaucoup de choses d'elle pendant très longtemps, comme refuser à Ségolène Royal d'assister à l'enterrement de sa mère. Non, mais je veux dire, elle était quand même entre nous une emmerdeuse, quoi. Et donc, c'était quelque chose de pesant pour lui aussi. J'insiste, le président de la République en ce moment a besoin de confiance. Il vient de tourner une page très importante de son quinquennat. On l'a développé dans cette émission, on le lit dans vos journaux, dans vos organes de presse. Et donc, on pourrait dire, la France ne veut pas de ces querelles de famille. C'est comme une bande dessinée dont on tourne les pages. Alors, oui, il y a des moments où on rit, oui, il y a des moments où nous-mêmes nous sommes pervers dans la curiosité que nous avons individuellement, et comme citoyens, et éventuellement comme journalistes. Mais voilà, la question c'est plutôt comment peuvent réagir les Français face à ce qui se joue depuis 24 heures? Les Français, Yves Calvi, et le monde entier qui va regarder ça. Une fois de plus, ce président qui va assister dans quelques jours aux Nations Unies à l'Assemblée Générale, il y a le G20 en Australie le mois suivant, demain à l'OTAN. Enfin, la presse étrangère demain sera remplie de ces histoires-là. Donc déjà, c'est problématique pour l'image de ce président à l'étranger. Et alors pour les Français, évidemment, des Français qui déjà sont moins de 2 sur 10 à être satisfait de son action. Honnêtement, se pose la question de savoir comment ce président va pouvoir terminer ce quinquennat. Alors à l'Élysée, comme dans la classe politique, pour l'instant, vous l'avez compris, c'est le silence. En fait, on peut parler de gêne, voire de malaise. On notera que Brice Hortefeux, proche de Nicolas Sarkozy, estime que le livre révèle un président cynique et indifférent. Le ministre Stéphane Le Foll, qui lui est un proche de François Hollande, affirme que les pages qui lui sont prêtées ou consacrées sont totalement fausse. En fait, le livre choque et la majorité des responsables politiques qui s'expriment expliquent que la vie privée du président doit justement rester privée. Yacine Mili, Mathieu Despiau avec Lise Barcellini et Christian Gallet. Des révélations choc d'une ex-première dame. Ce matin à gauche, beaucoup préfèrent botter en touche. Écoutez, je suis premier secrétaire, pas critique littéraire. Je commente pas ce genre d'ouvrage, voilà. On est dans un pays de liberté, chacun dit ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, c'est le bonheur de la démocratie. Ça m'intéresse pas, je comprends pas l'intérêt de ce genre d'ouvrage et en tout cas j'ai pas l'intention de le commenter.
Pour de nombreuses figures du PS, le livre de Valérie Trierweiler est une intrusion dans la vie privée du président de la République. C'est son problème. C'est son problème. Je le dis et je le répète, aujourd'hui, dans la région parisienne, il y a 50% de couples qui divorcent. Chacun sait que lorsqu'il y a une rupture, eh bien, c'est toujours une souffrance qu'il faut gérer. Chacun le gère comme il veut. Il faut en faire un livre. Vous savez, là, ça renvoie à la responsabilité personnelle. Elle a souhaité faire un livre. Je ne le lirai pas, mais c'est son choix. Je remarque une chose, c'est que Valérie Trierweiler a toujours veillé avec un soin permanent, constant, à ce que sa vie privée ne soit pas dévoilée par les médias. Et elle en a même fait presque une position de principe. Et la voir aujourd'hui, après avoir attaqué tous les magazines People, la voir elle-même livrer son intimité, ça relève effectivement de l'indécence. Stéphane Le Foll, lui, est cité dans l'ouvrage de Valérie Trierweiler. L'ancienne première dame assure que pendant la campagne présidentielle, l'actuel ministre de l'Agriculture lui aurait demandé de passer par lui pour avoir une soirée avec son compagnon, François Hollande. Je ferai aucun commentaire, mais d'imaginer que je puisse dire une chose pareille, je laisse chacun juger ça. Mais je ne ferai pas de commentaire pour ce qui me concerne. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Et comment peut-on imaginer que je puisse dire quelque chose comme ça? Enfin, je veux dire, il faut avoir... Bon, donc après, terminé. Moi, je ne ferai plus de commentaires. À l'UMP, on condamne également le livre de Valérie Trierweiler, même si certains en profitent pour tacler François Hollande. À l'évidence, François Hollande est dépeint comme cynique et indifférent, et l'auteur souhaite visiblement que cela se sache. Les actes privés, ça lui regarde. Et ce n'est pas notre question à nous, responsables publics, même à droite. Et j'estime que l'opposition n'a pas à profiter des souffrances privées d'un couple, parce qu'on n'est pas là pour juger les couples des uns et des autres. En revanche, il y a les actes publics. Et malheureusement, ils sont suffisamment nombreux pour que nous, dans l'opposition, nous puissions considérer qu'effectivement, François Hollande est un mauvais président de la République. De son côté, l'Élysée assure n'avoir rien su de l'écriture du livre de Valérie Trierweiler. Pas de commentaire à attendre de la présidence de la République. Un téléspectateur ou une téléspectatrice nous dit « Je n'ai aucune sympathie pour le président, mais j'avoue mon écœurement devant ce déballage indécent. » Alors, est-ce qu'on est bien effectivement dans le déballage indécent? Et est-ce que c'est, entre guillemets, historique? C'est-à-dire que moi, je ne connais pas d'équivalent de livre de ce type dans une grande démocratie avec un président en activité et en cours de présidence, si je puis dire. Vous le percevez de la même façon? Bien évidemment, oui. Enfin, des exemples que je connais, on parle notamment de la France et des États-Unis, ça n'est jamais arrivé. Il y a eu quelques ouvrages, mais qui venaient des années après et qui ne sont jamais allés, je crois, à ce degré de détail et ce degré de violence. Là, en cours de quinquennat, à un moment qui plus est, et ça on pourra en reparler, politiquement critique, parce qu'on s'aperçoit qu'en une semaine, ça a été quand même l'accumulation, et sur tous les tableaux. Donc là, non, je n'ai aucun exemple d'un tel déballage. Non, mais il est vrai que depuis le début de la Ve République, les journalistes, on a su que nos présidents... n'étaient peut-être pas des maris tout à fait fidèles, on connaissait même le nom de certaines de leurs amies, mais aucune n'a jamais écrit de livre après la rupture. Sauf, si vous voulez, moi je dirais avec Jacques Chirac, après la rupture avec une de nos consoeurs d'ailleurs, il y avait eu un livre qui avait été écrit par une autre consoeur qu'elle avait alimenté de l'histoire qui s'appelait « Nous nous marierons après la présidentielle ». Je suis en train de chercher dans ma tête et je ne trouve pas. Vous ne voulez pas aller plus loin? Alors ça avait donné quoi ce livre? Enfin, quel écho avait-il? Parce que pour que je ne m'en souvienne pas, c'est que ça part. Huguette de Bézieux avait écrit le livre, voilà, et c'était l'histoire du président Chirac avec une journaliste. Mais est-ce que le livre était sorti après la présidentielle? Oui. Le livre était sorti après la présidentielle, oui, je crois. Non, mais sur les conséquences que cela peut avoir. Donc il n'y a pas d'équivalent. Pour le président, il y a voilà. Les choses sont bien claires. Il y a eu un livre qui a été écrit par Cécilia Sarkozy, mais après, puis c'est un livre différent. Mais sans commune mesure. Sans commune mesure, évidemment. Elle disait rien. Et où elle disait pas grand-chose. Il y avait une phrase qui était assez. Elle disait « Il n'aime personne, même pas ses enfants ».
Donc ça avait été... Oui, je me souviens de cette phrase que j'avais trouvée assez... Mais elle ne l'écrivait pas dans son livre, elle l'avait confiée à Anna Cabana dans un livre où elle avait dit ça. Donc c'était pas elle qui Non, mais s'il y a ça. des petits morceaux de phrases comme ça qui sortis de leur contexte sont absolument terribles. Bon, en ce qui concerne, donc je disais, les retombées, si vous voulez, les conséquences auprès des Français, je pense qu'il va y avoir une partie des Français qui effectivement vont dire on est écœurés. Qu'est-ce que c'est que cette virago? Parce qu'elle n'était pas aimée, vous savez bien, elle avait une cote de popularité Elle ne rapportait rien politiquement. Voilà. La donc plus elle basse de toutes les premières dames. oui, absolument. Elle n'était pas. Donc, elle en est ça y est, consciente, là. Donc il peut y avoir, si vous voulez, une réaction de la part d'une certaine partie des gens en disant mais enfin qu'est-ce que la voilà qui ressort. Bon, sauf que lui effectivement il a un tout petit socle maintenant de soutien. Donc ceux qui vont essayer de le défendre vont peut-être pas tous se précipiter. Mais de ce point de vue-là, je pense pas que ça soit tout négatif auprès de l'opinion française pour François Hollande, parce que ce déballage vilain, vulgaire, c'est quand même pas très ragoûtant, sincèrement. Ce sont pas des beaux sentiments qui sont exposés. C'est pas très digne pour une femme. C'est pas très. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez un malheur dans la vie, vous n'êtes pas obligé d'aller vous confier à la presse, d'aller accuser quelqu'un. Enfin, tout ça n'est pas. Non, moi je trouve que c'est pas noble, c'est pas beau, c'est pas séduisant, si vous voulez. Alors est-ce qu'on aime forcément tout ce qui se trouve dans le caniveau? Bon, je ne sais pas, mais donc je pense que de ce point de vue-là, il peut apparaître un peu comme une victime d'une femme vengeresse. Et bon, voilà. Mais d'un autre côté, d'un autre côté, on va dire, bah ça y est, le revoilà. Effectivement, c'est bien ce qu'on savait. Il ment aussi bien sur le chômage que sa compagne. Oui. Il est inconstant. C'est ça le danger politique. Il est inconstant. Il s'arrange avec la réalité. Il magouille un petit peu. Il est léger dans son comportement. Bon, bref, il n'est pas digne de la fonction. Ça peut être aussi. Bruno Jeudi, pardon. Je pense que moi, je sous-estime pas du tout l'importance de cette affaire. Au mois de janvier, lorsqu'il y a eu l'affaire Closer, lorsqu'il y a eu l'image du président casqué, et puis tout ce qui a suivi, la répudiation via un communiqué de quelques signes, tous les politiques sont précipités, on dit bon, ça va passer, pas, le président va pas être jugé là-dessus et tout. Moi, je crois qu'il a connu une forte baisse dans les semaines et les mois qui ont suivi. Je pense que c'était beaucoup lié à ça. Ça a imprimé en profondeur l'image du président. Et je crois, hélas pour lui, que ce livre, et évidemment, c'est la vérité que Valérie Trierweiler, et je suis d'accord avec vous, il faut aussi en prendre et en laisser dans ce qu'elle dit, et qu'il faudra lire aussi l'intégralité du livre. On aura peut-être encore quelques surprises. On peut avoir des surprises encore, selon vous? Connaissant Valérie Trierweiler, je pense qu'on peut avoir... Non, mais dans le livre, parce que, pardonnez-moi, j'ai bien compris. Vos confrères ont lu le livre en entier. Oui, donc, en effet, il n'y a pas de révélation de secret d'État. Non, à moins que, effectivement, quelque chose nous ait échappé, mais tous les éléments les plus importants politiquement sont évidemment dans le papier. Oui, absolument. Mais... En tous les cas, juste pour terminer, je pense que ce livre est un nouveau coup dur et là, cette fois-ci, ça va bien au-delà. C'est plus une histoire de cote de popularité, elle est déjà très basse. C'est un président qui, politiquement, aujourd'hui, est dans un corner absolument indescriptible, qui vient de remanier en urgence, qui n'a plus de crédit auprès des Français et qui maintenant joue. La question, c'est à mi-mandat se pose celle de savoir s'il peut se représenter, s'il peut retourner les choses. Est-ce qu'on se remet de cette phrase de 100 dents, par exemple? On va déjà finir, on va dire, s'il peut finir normalement son quinquennat. Exactement. Parce que voilà, là, au moment où nous parlons, on a Manuel Valls à Matignon, Macron, Najat Vallaud-Belkacem qui fait sa rentrée. Enfin, on comprend que les enjeux sont d'une importance cruciale et des échéances européennes à venir qui vont être, elles aussi, être très importantes dans un contexte international où on a d'un côté l'Ukraine, la Russie, et de l'autre côté la Syrie, les djihadistes et des choses épouvantables. Ce livre est un coup de poignard au milieu du quinquennat sur un président qui est déjà extrêmement affaibli. Et c'est vrai que si l'on examine la très courte séquence depuis la rentrée qui vient de se dérouler, on a vu un président totalement absent. C'est-à-dire qu'il donne l'interview au Monde qui déclenche un petit peu les hostilités avec Arnaud Montebourg, mais depuis, c'est Manuel Valls qui a piloté l'entièreté des opérations. On n'a quasiment pas vu le président. Et la seule fois où on a vu le président, c'était ce week-end à Bruxelles, où on ne peut pas dire que c'était un grand succès, dans la mesure où on a vu que, une fois de plus, la position de la France vis-à-vis des partenaires européens était dépréciée, et que la vraie star de la social-démocratie européenne, eh bien, c'est bel et bien Matteo Renzi, et pas du tout François Hollande. Il y a ce premier aspect, et je suis assez d'accord avec Bruno, nonobstant le fait que Mme Trierweiler soit effectivement détestée, on peut le dire, nonobstant le fait que les Français ne sont pas dupes et comprendraient parfaitement qu'il s'agit
d'un règlement de compte et d'une... Comme le disait Catherine, ce sont 200 pages en réponse... Il est annoncé et assumé. Annoncé et assumé, 200 pages en réponse aux quelques lignes de la répudiation officielle. Je pense qu'on attaque à l'os, c'est-à-dire qu'on attaque à la seule chose qui restait à François Hollande, un sentiment quand même de minimum d'empathie avec la population, de minimum de sympathie, d'esprit humain. On parlait de la campagne présidentielle, un des atouts que mettait en avant François Hollande, c'était le fait qu'il pouvait se promener dans la rue. Souvenez-vous, ces fameuses déambulations, il allait vers les gens, il leur serrait la main, il discutait avec les personnes âgées, les jeunes, les étudiants, etc. Alors que Nicolas Sarkozy, lui, était dépeint comme entravé derrière des cordons de CRS, etc. Or, aujourd'hui, c'est ça. C'est la seule chose qui reste à François Hollande, qui est attaquée et qu'il va falloir défendre s'il veut se représenter. Et d'ailleurs, la question de la candidature, elle est évoquée par Madame Trierweiler au chapitre de Manuel Valls. Quand il nomme Manuel Valls à Matignon, Trierweiler lui dit attention, si tu lui confies les clés de la voiture, il va partir avec, tu ne pourras pas te représenter, et il parle de sa propre faiblesse, il fait cet aveu de faiblesse. Donc là, on attaque à l'humain, on attaque finalement à la seule ressource, au seul capital politique qui lui reste encore. Oui, surtout ce qui est intéressant, c'est quand on parlait au ministre et qu'il trouvait qu'effectivement il s'est engagé sur l'inversion de la courbe du chômage, la reprise, et qu'il n'a pas réussi. Ce qui les épatait, c'était de voir qu'il était totalement impavide et qu'il avait le cuir épais. On se disait, là, franchement, face à tout ce qui lui arrive, la chute dans les sondages, il tient le choc. Or, ce que révèle le livre et ce que dit... C'est exactement le contraire. C'est le contraire. C'est que c'est un homme, au contraire, qui est très angoissé, qui regarde les sondages, qui est de mauvaise humeur, qui est obsédé par les sondages, comme d'abord tous les politiques. Les passages sur la relation avec les journalistes sont voilà, qui essaie terribles. de répondre aux SMS pour se faire aimer. Moi, je pense que même il a envie d'être aimé peut-être d'une autre femme. Ça participe aussi de toute cette chose pour se rassurer, pour se donner confiance. Donc, et on voit que c'est au contraire un homme aux abois qui, comme elle le dit dans le livre, ne pouvant s'en prendre à lui-même, il s'en prenait à moi. C'est ça. Donc elle passe pour la victime de ces mauvais résultats. Alors, eh bien, voilà, c'est l'explication qu'elle donne. Le respect et l'autorité nécessaires à un président de la République sont-ils menacés par la publication de ce livre? En fait, c'est ça l'enjeu politique de ce bouquin et de nos conversations depuis le début de cette émission. Qu'en pensez-vous, Bruno Jeudi? C'est la fonction du président de la République. Vous faisiez allusion il y a quelques instants à Nicolas Sarkozy. C'est quand même extraordinaire de voir à quel point les débuts du quinquennat de Nicolas Sarkozy ont laissé des traces finalement jusqu'au bout, sur des choses qu'on peut juger superficielles, la nuit au Fouquet, etc. Alors d'autres vous diront non, c'est révélateur, mais bon, il y a des choses qui sont restées et qui ont fait du mal, on pourrait dire, jusqu'au bout. Donc là, ce que j'appelais la bande dessinée tout à l'heure, avec le feuilleton qui se tourne très régulièrement et ce livre qui est un véritable pavé dans la mare, est-ce que ça atteint le respect et l'autorité dont il va avoir absolument besoin pour finir ce quinquennat? Je le crois. Je pense même qu'aujourd'hui, à travers les deux derniers quinquennats et davantage celui-ci, c'est la fonction même du président dans la Ve République qui aujourd'hui est vraiment attaquée, où toutes les barrières, tous les codes habituels de respect de la fonction volent en éclats les uns après les autres. Et on l'a dit, ce livre, de ce point de vue, est une première. Mais si on remonte, il n'y a pas si longtemps, que disait Madame Duflot dans son livre, président de personne. Ah bah oui. Elle était ministre il y a 5 mois de François Hollande. La rentrée littéraire n'est pas favorable à François Hollande, ça c'est sûr. Que va-t-il se passer, Yves Calvi, au rythme où ça va? Les anciens ministres, les anciens conseillers vont peut-être aussi publier tous leurs livres. On est à mi-mandat. Donc pour François Hollande, c'est absolument terrible et l'autorité, elle est entamée depuis longtemps. Mais globalement, c'est même la fonction même du président de la Ve République qui me paraît entamée. On le voit à travers les 2 derniers présidents qui ont eu du mal finalement à maintenir ce rang que les prédécesseurs maintenaient, mais on était à une autre époque aussi médiatique peut-être. Hélène Pilichowski. Et on en est moi je pense qu'on en est à la fin de l'homme providentiel. Je pense que cette accumulation, alors peut-être que François Hollande, par sa personnalité, a fait accélérer les choses, si vous voulez, mais déjà Nicolas Sarkozy, dont on attendait tant et qui a tant déçu, si vous voulez, puis François Hollande, qui apparaissait comme effectivement le contraire de ce qu'était Nicolas Sarkozy, et en particulier qui était exempt de tous les défauts dont on accusait, qu'on reprochait à l'ancien président de la République, et bien maintenant, on imagine mal comment, à la faveur de la prochaine élection présidentielle, on va trouver tout d'un coup celui qui va être parfait et qui va épouser parfaitement l'affection, qui va correspondre à l'attente des Français. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de personnes maintenant, vous savez, dans les dîners, dans les rencontres qu'on a pu tous avoir pendant les vacances, oui. Tout le monde disait, mais il est pas bon, ça ne va pas, etc.,
Qui peut le remplacer? Alors on dit un tel, ah non, un tel, il n'a pas de caractère, et un tel, non, celui-là, il est glacial, Bruno Le Maire, il est froid, il est ci, il est là, un tel, oh ben non, celui-là, Manuel Valls, d'accord, il a de l'autorité, mais il n'a pas de contenu, etc. Plus personne ne trouve l'idéal, l'homme qui va représenter ce C'est Alain roi. Juppé qui est en tête en ce moment. Alors, oui, mais il Alain met 10 Juppé- points à tout le monde. Oui, mais comme un mythe, un peu comme un mythe, Oui, avec peut-être, les doutes qui s'attachent aussi à cet engouement soudain pour Alain Juppé. Bah oui, c'est quelqu'un de bien finalement, mais est-ce qu'il pourrait être président? Non, il n'ira pas jusqu'au bout. Enfin, donc finalement, on ne trouve plus l'homme adéquat. On ne le trouvera plus. Ne pas oublier que François Hollande, qui avait 3% d'avenir un Oui. an avant d'être élu, Absolument. qui Il n'était pas franchement perçu comme l'homme qui était providentiel. l'homme Non plus, providentiel, pas du tout, qui a été élu avec 51,5% des voix. Et le sondage Sofres, je crois c'était fin juin, montrait que entre 60 et 80% des gens des Français pensaient qu'ils ne réussiraient pas, qu'ils ne seraient pas capables de faire baisser les déficits, qu'ils ne seraient pas capables de ramener le chômage. Donc il a commencé dans la défiance. Et cette défiance n'a fait que s'accroître. Juste C'est un ça, mot la sur vérité. la désacralisation. Il y a quand même œuvré, François Hollande. Souvenez-vous, cet été, Closer ou Gala, un des magazines People, a montré une photo de Hollande sur la plage en train de lire un journal économique en tenue de bain. Il a été très vexé Mais par pire cette que photo. ça, c'était à l'intérieur dans une propriété avec les paparazzis. Je ne sais pas si c'est un Alors, drone c'est qui a ça. pris la photo. C'était au bord d'une piscine. Ah oui. Mais il y a lui-même, pour son premier été à Brégançon, allègrement posé en Bermuda sur la plage. Et puis surtout, il y a eu cet épisode de Closer avec le casque de scooter. Donc c'est lui-même qui s'est mis dans la main de ces publications qui forcément, oui, dévalorisent l'image présidentielle comme jamais avant lui. C'est en tout cas un gros coup d'édition pour un livre tenu dans un secret exemplaire. Nous vous le confirmions il y a quelques instants, imprimé en Allemagne. Les palettes ont été chargées dans les camions afin de pouvoir être vendues dès demain. Elles franchissent la frontière aujourd'hui. Tirage à 200 000 exemplaires, c'est absolument énorme dans l'univers de l'édition. Bref, l'histoire d'un best-seller annoncé. La maison d'édition Les Arènes reste elle aussi silencieuse tant l'écho médiatique est d'ores et déjà phénoménal. Témoignages déplacés, choquants ou livre-vérité, évidemment, le public tranchera. Laurent Hirsch et David Lemarchand. En cette rentrée littéraire, voici peut-être l'arbre qui cache les meilleures feuilles. Au 27 de la rue Jacob à Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, se trouve le siège des éditions des Arènes. Petite réaction juste rapidement. Il n'y en aura pas. D'évidence ce matin, les consignes sont claires. Il y a des bouquins à l'intérieur. On peut rien vous dire. C'est silence radio total. D'ordinaire si discrète, cette maison d'édition est à l'initiative de l'opération commerciale la plus magistrale de cette rentrée littéraire. 200 000 exemplaires pour un ouvrage écrit en quelques semaines et imprimé en Allemagne en toute discrétion. Dans cette librairie, on attend le livre avec impatience. Vous espériez éventuellement trouver le fameux livre dont tout le monde entend parler mais que personne ne voit? Oui, oui, finalement il arrivera peut-être un petit peu plus tard parce qu'on nous a promis des coursiers aujourd'hui. Donc comme la mise en vente n'est que demain, donc nous avons tout à fait le temps de nous organiser. Un émissaire de la maison d'édition en question est venu ici il y a peu avec un ouvrage inhabituel. Le livre de Valérie Trierweiler, vous avez été informé quand, il y a combien de temps à peu près? Il y a à peu près une quinzaine de jours où j'ai travaillé le livre avec la représentante. D'accord. Sans connaître le titre? Sans connaître le titre, Ni sans le nom thème. d'auteur, tout à fait. Donc à l'aveugle? À un moment donné, je me suis presque posé la question de savoir si l'éditeur lui-même était au courant de ce qu'il mettait sur le marché, parce qu'effectivement, elle venait, représentait la maison d'édition, mais ne savait pas du tout elle-même l'auteur, le titre. Donc on a travaillé vraiment un peu d'une façon surréaliste. Et il a fallu un peu essayer de chercher, de deviner, de faire une enquête à travers quelques mots, quelques signes, pour pouvoir deviner, tenter de deviner qui pouvait se cacher derrière cet ouvrage mystère. 50 exemplaires de ce fameux ouvrage mystère ont été commandés ici. Un volume important pour un succès commercial quasi annoncé.
Ce sont des livres qui ont des durées de vie très courtes, donc il faut être très réactif quand on est en librairie. Ce genre de coup, il faut pouvoir avoir l'offre très très vite, parce que les gens se jettent dessus, et après, ça dépend de tout un tas de facteurs, de la reprise par les médias, de tout un tas d'informations qui peuvent être diffusées autour de ce livre, dans ce livre, qui peuvent faire l'intérêt, mais en général, il faut être prêt dès la sortie. Chez les marchands de journaux, c'est la même mélodie du tiroir caisse. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Il reste 14 Paris Match. J'en ai vendu donc 19 en 1h30. Demain, on va en recevoir certainement au moins 200. Les lecteurs, eux, oscillent entre compréhension et dégoût. C'est pas bien. Ils vont mieux s'arranger à l'amiable et va lui dire voilà, c'est fini. Et puis c'est ça le système. Maintenant, tout le monde, chacun ce qu'il veut. Quand il se venge, c'est pas bien. On a l'habitude de voir des femmes plutôt soumises. Les femmes de président sont plutôt des femmes soumises. Elle, je pense qu'elle a continué son métier, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Et j'apprécie ce genre de femme. Pour son livre, Valérie Trierweiler aurait touché une avance de 100 000 €. Nouvelle question après ces éléments. C'était on était à un moment, on a cru comprendre que les libraires connaissaient avant nous la sortie du livre. On a été un petit peu rassurés après quand même mais c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est quand même un travail au long cours. On est tous surpris même du choix de la maison d'édition qui, on va dire, n'est pas dans ce type de livre habituellement. C'est le commentaire que vous nous faisiez il y a quelques instants. On a cette question de téléspectateurs. Les recettes du livre de Madame Trierweiler vont-elles être reversées à une association, Secours Populaire, Restos du Cœur, etc. Alors, on ne le sait pas, mais pour l'instant, on semble le présager. On est d'accord ? Je n'ai aucune information. On sait que Mme Trierweiler a fait pas mal d'actions humanitaires, notamment avec le Secours Populaire, entre autres, mais rien ne me permet de dire qu'une partie ou que la totalité des droits d'auteur seront reversés à ce stade à une association caritative ou humanitaire. Est-ce que vous pensez que c'est important ? Est-ce que vous croyez qu'il faut qu'elle le dise à un moment, au-delà de la polémique ? C'est important, parce qu'une des deux motivations qu'on peut relever, c'est il y a d'une part effectivement le désir de vengeance, et puis elle n'a pas du gain, bien évidemment. Attendez, elle a suffisamment dit par le passé qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent, quand elle a dit qu'elle voulait garder son poste à Match au début de sa présence comme première dame, et on lui disait, écoutez, est-ce que c'est opportun, votre métier de journaliste, etc. Oui, mais moi, j'ai 3 enfants, je dois participer à leur éducation, comme si elle était seule. En l'occurrence, elle a eu raison de rester à Match. Pour éclairer nos téléspectateurs, c'est 200 000 le tirage. Si jamais elles vendaient 200 000 livres, en gros, c'est 14% les droits d'auteur, c'est 560 000 € pour Mme Trierweiler. Et avec un avaloir qu'on dit important de l'ordre de 100 000 €. Dans le reportage, vous indiquez 100 000 €. Bon, mais je vous repose la question. Vous pensez qu'il sera nécessaire qu'elle fasse une clarification, en tout cas là-dessus, à un moment ? Si elle veut, en tout cas, améliorer son image et crédibiliser l'opération, oui, évidemment, cette communication-là est nécessaire. Si c'est uniquement basé sur l'appât du gain, forcément, ça va amoindrir l'impact du livre. Alors, je me rends compte que vous n'avez pas tranché l'idée de savoir si ça va être un succès ou pas. Ce que je retiens du reportage, c'est que contrairement à ce qu'on raconte toujours, la qualité du livre joue quand même un rôle. Et là, on est dans les faits médiatiques. On entendait ce grand libraire nous expliquer sur des livres comme ça, avec des coûts d'édition. Il en faut beaucoup au début parce que ça peut être des livres à durée courte. Le sous-entendu du livre à durée courte, c'est qu'on soit déçu par lui, ou qu'il n'y ait pas les révélations qu'on espérait, ou qu'il soit de mauvaise qualité. C'est difficile à dire parce que à la fois Valérie Trierweiler, on le sait, ça a été dit, est une première dame qui était assez peu appréciée des Français et je ne sais pas si elle va se défaire de son image de méchante à travers ce livre. En même temps, on sait aussi les tirages de closer, de Voici, de Match lors de l'affaire Gaillet ont tellement été importants qu'on imagine que les Français, quelque part, se sont passionnés pour cette histoire-là. Et donc, ils vont poursuivre avec la suite et la réponse de Valérie Trierweiler. Le regarder à travers le trou de la serrure, ça marche toujours. Donc, après, vous avez un président qui est impopulaire, une première dame qui l'est aussi. Est-ce que ça fait un grand succès ? Moi, à mon avis, on va peut-être être entre les deux, peut-être 100 000 de vendus, ce qui serait déjà faramineux, 100 000 livres. Faramineux dans l'état actuel du marché des livres qui nous se vendent. Voilà, et puis tous les Goncourt sont loin de faire 100 000 exemplaires. À partir du moment où on va savoir que l'essentiel des détails croustillants, parce que c'est ça que les gens cherchent avant tout, et c'est le succès de tous les magazines People quand même, faut pas se leurrer. Bon, à partir du moment où on saura qu'à la lecture du livre, c'est-à-dire qu'il faut quand même le payer, et puis il faut peut-être, on n'en saura pas davantage
que tout ce qu'on aura découvert dans les médias, parce que tout le monde va s'y attaquer. À partir de demain, là, on a eu les bonnes feuilles, puis à partir de demain, tout le monde, chaque média va prendre ce qu'il a envie de prendre dans le livre de Valérie Trierweiler. Donc, à mon avis, est-ce que ça va déclencher l'acte d'achat durablement après? Moi, je ne le crois pas. Je pense que peut-être que ça va s'offrir, les gens vont l'acheter, on dit tiens, je vais offrir ça à ma mère, au début, il va y avoir un engouement, peut-être, mais est-ce que ça ira aussi loin? Parce que quels sont les livres qui marchent durablement? Catherine Nel sait très bien. Ce sont aussi les livres de qualité, où on sait que si on se donne la peine de le lire, on apprendra beaucoup, avec des informations de qualité, des analyses, des choses comme ça. C'est comme au cinéma, si vous voulez, il y a un film, on dit oh, ça va être un beau film, c'est drôle, etc. Il y a une grande campagne, et puis le film fait flop. Pourquoi? Parce que finalement, il n'y a rien dedans. On a appâté le client avec un petit truc, un petit détail, une telle apparaît avec un tel, etc. Finalement, il n'y a rien dans le film, donc bon, on n'y va pas. Et là, ça peut être une menace. Je crois quand même que le caractère nouveau de l'opération, comme on le disait, c'est-à-dire du jamais vu en France, du jamais vu dans une grande démocratie, du moins en plein quinquennat, alors que le mandat n'est pas terminé, devrait normalement constituer une force d'achat importante. Alors on peut se dire aussi qu'il peut y avoir une lassitude, parce que Cécile Duflot qui attaque le président, après le livre consacré à Arnaud Montebourg, où il dit les horreurs sur le président. Là, quand même, il y a autre chose, parce que quand on est curieux du chef de l'État, et c'est pour ça que le livre est potentiellement dangereux, c'est le portrait psychologique qui nous intéresse. Or, elle a bien voulu faire un portrait psychologique, et il n'est pas flatteur, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, ça se joue là-dessus, on est d'accord. Oui, bien évidemment. En tout cas, c'est sa vérité, parce que tous les avocats vous le diront. Un couple qui divorce, même s'il a été sincèrement amoureux, eh bien, ne retient de l'autre que la face noire de l'autre. Et bon, sûrement que François Hollande, même s'il lui envoie des SMS énamourés, a jugé que la vie avec elle n'était plus possible parce qu'elle était vraiment difficile et de caractère. Et tous ses amis lui disaient, mais tu sais, tu la vires et tu prends 5 points. Tout le monde lui disait de s'en débarrasser. Ça ne s'est pas révélé exact. Et ça ne s'est pas révélé exact parce qu'il était déjà très bas dans les sondages. Et elle l'a beaucoup aimé, et puis elle a découvert qu'il avait lui aussi plusieurs faces et des faces sombres et des défauts, et elle les met en exergue. Mais il n'empêche que ça a été un vrai couple que la politique a détruit. Je découvrais dans Le Monde cet après-midi qu'elle a pris soin d'écrire son livre. On avait tous eu des rumeurs, hein, mais on ne pensait vraiment pas que ça allait arriver maintenant. C'est la dernière question que je vous pose avant qu'on passe au SMS. Est-ce que vous pensez qu'elle a vraiment choisi le moment, que ça relève de l'éditeur? Parce que ça arrive à un moment politique particulier. Nous faisions des émissions la semaine dernière où on disait c'est la dernière carte de François Hollande. C'est maintenant qu'il joue son va-tout. Ils sont indissociables. Enfin, le Premier ministre et le chef de l'État sont liés jusqu'à la fin du quinquennat, et ça passe ou ça casse. Donc voilà, le lundi qui suit, on se retrouve, enfin le début de semaine qui suit, on se retrouve avec le livre de Valérie Trierweiler. C'est vrai que ça a été parfaitement montré dans votre reportage. La sortie du livre, du point de vue de l'édition, est préparée comme une opération militaire et parfaitement réussie. Et la preuve, c'est que personne autour de cette table n'était au courant il y a 48 heures. En revanche, prévoir, du point de vue de l'éditeur, que la séquence de rentrée allait être à une telle révolution copernicienne de 8 jours entre le départ d'Arnaud Montebourg, la nomination d'Emmanuel Macron, le discours de Valls au MEDEF et La Rochelle, je crois que c'est un peu trop fort. En revanche, ce qui est certain, c'est que la rentrée politique est toujours un bon moment pour sortir des livres politiques, surtout quand ils présentent des scoops ou des coups importants. Voilà, c'est l'explication, je crois. Je crois qu'il y a d'ores et déjà 3000 questions SMS, donc on va essayer d'en prendre une petite dizaine. Comment croire une femme éconduite qui peut prouver ses dires? Alors, personne ne peut le prouver. On lui fait confiance ou pas? C'est justement une plongée dans l'intimité d'un couple, une descente aux enfers de 20 mois, puisque c'est la durée de Valérie Trierweiler en tant que première dame. Non, c'est invérifiable, c'est sa vérité, on l'a dit, et c'est pour ça que ce livre, il faut aussi prendre en compte, le contextualiser. Pour l'instant, l'Élysée, par François Hollande, n'a décidé de pas répondre. Il y a juste Stéphane Le Foll qui, d'ailleurs, est de ce qu'on a lu pour l'instant, le seul à être mis en cause. Et c'est pas un hasard non plus, parce que Valls un petit peu également. Valls un petit peu, parce que Stéphane Le Foll faisait partie de ceux qui disaient les choses crûment à Valérie Trierweiler, et qui essayait de mettre une frontière entre ce qui relevait du politique et du privé. Donc c'est pas un hasard non plus qu'elle le cite. À tel point que, comme argument de vente, le bandeau du livre dit « J'étais en reportage à l'Élysée », ce qui la resitue immédiatement dans sa situation de journaliste politique, donc a priori on n'a pas à mettre les paroles en cause. Et puis elle dit « Tout ce que j'écris est vrai ». Elle est obligée de le préciser à la une sur la couverture, c'est sa vérité. Enfin, calomnier, à la limite, il en restera toujours quelque chose. Hein. C'est-à-dire que malgré tout, ce qui est dit, ce qui est raconté, qu'on puisse avoir des doutes sur la véracité des propos, n'empêche que, voilà,
Il en restera quelque chose. Faut-il penser à un coup monté, nous demande un téléspectateur. Coup monté par Valérie Trierweiler et l'éditeur, oui, c'est sûr, mais au-delà, voir la main de Manuel Valls, Nicolas Sarkozy, je crois que c'est totalement paranoïaque. Je crois qu'on ne voit pas la main de Nicolas Sarkozy ni de Manuel Valls dans tout ça. Je pense surtout, Fabien, qu'on n'en est pas, ce sera sans doute on imagine peut-être le pire, mais on n'est pas au premier livre qui sera écrit de l'intérieur sur l'Élysée de François Hollande. Ça va un peu plus loin, ça veut dire aussi qu'il y a peut-être un carré de fidèles du président ou de personnes qui ont une vraie antipathie pour Valérie Trierweiler, qui se demande si elle a pu être manipulée. Je vous lis la question. Peut-on imaginer que l'ex-première dame ait été manipulée par des adversaires politiques du président? Voilà. Ça veut dire qu'on pense que ce livre va faire mal. Hein. Personne n'y croit autour de la table. Non, elle n'avait pas besoin de cela, elle n'avait pas besoin d'une quelconque manipulation d'un coup monté pour livrer sa vérité, se livrer à cette grande vengeance. Oui, absolument. Et puis, elle est quand même, on la connaît, elle est quand même assez entière, impulsive. Donc oui, on pouvait se douter que toute seule, elle s'en débrouillerait très bien. C'est pas son caractère, c'est une personnalité qui, pour le coup, là, le moteur est tout trouvé. Hein, Vous avez été voisins de bureau tous les deux? Non, enfin, elle est au-dessus. Mais par contre, on est angevins tous les deux. Madame Trierweiler n'aurait-elle pas dû avoir la décence d'attendre la fin du mandat présidentiel pour publier? C'est ce que nous disions tout à l'heure. Oui. Vous dites oui. Oui, elle aurait dû bien sûr. attendre. Oui, bien sûr, en plein mandat. C'est pour ça que ce livre est assassin. Il serait sorti 2 semaines après l'élection présidentielle. Et si François Hollande, d'aventure, n'était pas réélu, évidemment, ça n'aurait pas la même signification. Moi, je suis plus partagé. Je pense qu'on ne peut pas reprocher à Valérie Trierweiler de faire un livre. Après tout, elle a le droit. Moi, je conteste pas ça. Ce qui pose problème, c'est que elle fait tomber toutes les barrières, quoi. C'est-à-dire que c'est une journaliste. Il y a aussi une part de responsabilité. Donc, dans son livre, on peut comprendre la réponse à ce qui s'est passé au mois de janvier et qu'elle voulait aussi donner en partie sa version. Là, elle va beaucoup plus loin. Vous le disiez, le portrait psychologique qui est dressé du président est absolument. Elle a vécu dans l'intimité du président. On n'est pas en train de parler d'une collaboratrice. C'est pas Aquilino Morel. Voilà. 9 ans. Ils ont vécu 9 ans ensemble. D'ailleurs, elle raconte aussi la rencontre, elle raconte leur histoire d'amour, si je puis dire. En tout cas, celle qu'elle a vécue ou qu'elle pensait vivre avec celui qui est devenu le chef de l'État. Donc, elle est au cœur de l'intimité psychologique de cet homme. C'est précisément la raison pour laquelle elle ne peut pas se présenter comme simple journaliste politique ou reportage. Moi qui couvre l'Élysée, j'aurais bien aimé être, entre guillemets, dans sa position pour avoir accès à certaines informations. Vous voulez être dans la salle de bain avec Claude Sérillon, alors. Il faut quand même rappeler. Ça, c'est quand même un des passages incroyables. C'est vrai. Il faut quand même rappeler que personne n'a accès à l'entièreté de la pensée de François Hollande. C'est toujours cloisonné. C'est un petit peu comme Mitterrand, qui livre toujours un bout de vérité à chacun, mais que s'il y avait une personne à l'Élysée qui savait à peu près tout, du moins pas forcément dans le détail des secrets d'État, mais tout ce que pensait le président, c'est Valérie Trierweiler. J'ai eu l'occasion de le constater à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'elle est titulaire d'informations, qu'elle est seule, absolument seule, à détirer. Et de ce point de vue-là, se présenter en journaliste politique enquêtant de l'intérieur, c'est quand même un peu une falsification, je trouve, en termes de position. Rapidement. Juste, le fait d'être au poste d'observation le plus privilégié, si on peut dire, ne veut pas dire qu'on est le meilleur analyste et la personne la mieux qualifiée pour comprendre et pour déduire ce qu'est réellement le personnage. Non, mais on a accès à des informations. Ça dépend. On a accès à des informations, mais ça dépend ce qu'on en fait, et comment on les triture et comment on les. Comment on apporte des. rendre hommage à Ségolène Royal, qui a quand même vécu 25 ans avec lui, qui a eu 4 enfants, qui s'est fait plaquer et qui n'a jamais rien dit. Et moi qui m'avais dit, c'est pas celle qui parle le moins, qui souffre le moins, et qui s'est toujours conduite comme la fille d'un militaire, qui fait front, qui ne dit rien. C'est vrai qu'au regard de ces révélations, tout ce qu'avait pu dire Ségolène Royal, elle a eu quelques critiques. Vous savez, la fameuse épaule qui lui a manqué pendant la campagne. C'est ma prochaine question. Alors vous la prenez. Tiens, Ségolène Royal pourrait-elle voler au secours de François Hollande? Oui, elle va. Oui. Quand il a fait son communiqué un peu sec, elle a dit il est temps de tourner la page et de se mettre au travail. Preuve qu'elle elle fera ça avec finesse, mais il peut y avoir un soutien, je dirais. Sûrement. Et puis la dernière à le soutenir. Comment? Moi, je trouve que dans ce climat politique où on voit bien que c'est de plus en plus compliqué pour François Hollande et que plus on va approcher de la fin du mandat, plus ça va être compliqué. Elle sera la dernière à le soutenir, venez-vous dire ? Je pense que ce sera la dernière, ce sera celle qui le soutiendra le plus. Oui. Parce qu'à la différence de Mme Trierweiler, Ségolène Royal partage avec le président la passion de la politique, la profession politique, et c'est bien ce qui fera qu'elle n'écrira jamais la moindre ligne. Je pense qu'elle reste encore très attachée à lui. La blessure n'est pas refermée. Donc c'est un homme, vous voyez, qui est
quand même, qui a un caractère difficile, qui est un mufle, mais que les femmes aiment. Mais oui, ce livre pourrait-il influencer le vote des femmes? Est-ce que vous pensez justement que ça peut avoir, en tout cas, une portée spécifique sur le vote des femmes dans notre pays? Dans quel sens? Dans le bon sens ou éventuellement dans un sens ou dans l'autre? Je pense que c'est plutôt dans le mauvais, voilà. c'est mon avis. Oui, oui, on l'a dit beaucoup au moment de la rupture, où on a pensé qu'il le faisait d'une manière extrêmement désobligeante et que c'était vraiment un salaud, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il l'avait répudié de la façon la plus désagréable qui puisse exister. Que les femmes votent contre lui en disant il se comporte mal avec les femmes, bon, je crois pas. Je crois que c'est-à-dire que celles qui ne veulent pas voter pour lui se donneront une raison supplémentaire de ne pas le faire. Voilà. Je pense que ça résume bien la situation. Que devient Julie Gaillet? On n'entend plus parler d'elle. Elle prépare un livre. Elle a fait condamner Closer. Elle a fait condamner Closer avant-hier. Alors, la rumeur qu'on a eue pendant tout l'été, c'est qu'au contraire, ils avaient réglé ce problème l'un et l'autre, qu'effectivement, elle était dans l'avis du président de la République, mais que, ils avaient réussi à entourer tout ça d'un grand secret. Il y a eu des photos ravageuses aussi, quand même, de Julie Gaillet pendant l'été, dans un magazine. Moi, on m'a fait voir ça. Donc voici, il y a eu l'intrusion d'un autre homme, apparemment. On ne sait plus très bien, en fait. Bon. Qu'est devenu l'homme parfaitement normal? Voilà, c'est ça la question. Il est là. Quasiment dernière. Il est comme tout homme qui a trompé sa femme et une femme qui se venge. Au contraire, il est plus normal que jamais. Il n'est plus président. Il est là, l'homme normal. Pour reprendre Claude Barthelone, 50% des couples de la région parisienne ont divorcé et connaissent ce genre de situation. Très bien. Alors, Valérie Trierweiler a-t-elle sa carte de presse et que devient la déontologie journalistique dans tout cela? Est-ce qu'alors, on est le pays qui passe sa vie à donner des leçons de morale à la terre entière. Il est tout à fait normal que cette question soit posée. Nous sommes 5 journalistes autour de la table. Comment vous réagissez à ça? Oui, il y a toujours une forme de... Elle a sa carte de presse, mais il y a toujours une forme de confusion dès le départ, dès la campagne présidentielle, sur son statut, sur sa position. Première journaliste de France, qui est assez désagréable pour les 30 000 journalistes qui sont titulaires de la carte de presse. Et par ailleurs, on voit, c'est ce qu'on vient d'évoquer, ce livre est aussi la preuve d'un va-et-vient permanent et d'une instabilité en termes de statut, première dame, première compagne ou journaliste. On n'a jamais su et on ne sait toujours pas aujourd'hui. Nous ne répondrons pas à la dernière question qui était: ce livre peut-il devenir un best-seller? Mais croyez-moi, vous serez informés dès demain des premiers chiffres de vente, puisque dès demain matin, on saura exactement ce qui se passe, exactement comme pour les sorties cinéma. Merci infiniment les uns et les autres d'avoir participé à de nous avoir suivis. C'est dans l'air et ce soir rediffusé à 22h40. Nous vous retrouverons avec grand plaisir demain. Axel de Tarlé avec son invité en direct et nous même pour une nouvelle émission. À demain. C'est dans l'air et c'est aussi sur France5.fr.